Et bien sûr, pour traquer cet ennemi tellement vaporeux qu'il en est invisible, eh bien, il vous faut un dispositif de traque permanent, omniprésent et omnipuissant. Ça s'appelait Big Brother dans le temps. Bienvenue sur Mise au point. Actualité, géopolitique, société, analysée sans détour. Abonnez-vous pour ne rien manquer et donnez-nous votre avis. Pierre-Yves Rougeron et Ghislain Benessa décortiquent le nouveau régime d'exception français. Benessa, docteur en droit et spécialiste de l'état d'urgence américain post-11 septembre, établit un parallèle glaçant. Ce que la France met en place aujourd'hui, les États-Unis l'ont théorisé après le 11 septembre, sous un autre nom. Alors, il faut qu'on prenne un tout petit peu de champ historique pour comprendre ce que ça veut dire. En réalité, vous êtes au confluent de 3 phénomènes de décadence totalement endogènes. D'accord ? On peut dire que le diable s'habille en chapka, etc., et que c'est la faute des Russes. Il n'y a pas de souci. Je voyais un tuto TikTok il y a quelques jours qui disait « J'ai foiré mon omelette, c'est la faute des Russes ». Tout est de la faute des Russes aujourd'hui. Bon. En réalité, ce sont des phénomènes infiniment plus profonds. Nous arrivons au confluent de 3 phénomènes simples. Le premier, c'est que nous avons des sociétés occidentales, et la France en fait partie, qui sont épuisées symboliquement. Pourquoi ? Par une overdose de mensonges. On a menti, et on a fait un état de mensonge permanent qu'on a appelé la guerre froide pendant 40 ans, que même les grands esprits avaient vu comme un mensonge. Je vais vous citer Raymond Aron, qui malgré ses infidélités aux intérêts de la France reste toujours quelqu'un que les gens aiment. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pourquoi pas. Il disait guerre impossible, paix improbable. Bon. Donc, si vous voulez, pendant des années, on a utilisé la peur comme système. Or, théoriquement, les gouvernements démocratiques ont cela de différent avec les tyrannies qu'ils ne reposent pas sur la peur. La peur est un vieux système de domination, mais on a réappris à l'utiliser. C'est pour ça d'ailleurs qu'après la guerre froide, on va vous faire peur avec tout et n'importe quoi. Du djihadiste armé comme un jardinier jusqu'au virus grippal qui tue tout le monde, j'ai la trouille donc je suis. Bon. Et donc, pour pouvoir, faire vivre les peurs, on a créé un régime administratif pour ce faire, qui fait un truc extraordinaire, qui pour l'instant était l'avantage du Mexique. Je vous rappelle que le grand parti mexicain, c'était le Parti révolutionnaire institutionnel. Eh bien, nous, on a créé l'état d'exception permanent. Le régime administratif qui va avec l'administration de la peur, qui est un régime horizontal, strictement de logique d'administration, contre la logique institutionnelle de l'État. Ça, c'est le deuxième point de l'intersection. Gouvernance par la peur, donc fin de la démocratie, vu que la démocratie ne se fait pas sur la peur. Fin de l'État, c'est-à-dire que l'État va devenir va être digéré par son administration pour inculquer, au sens grec du terme, inculquer, ça vient de calx, le talon, incalcare, enfoncer quelque chose dans la bouche de quelqu'un à coup de talon. Donc, on va inculquer des décisions prises par d'autres. Deuxième branche de l'équation. Dernière branche, je vous ai parlé de l'intersection de 3 faits. Troisième fait, les populations qu'on pensait avoir neutralisées politiquement par la gouvernance heureuse, tout ce narratif, et par la peur, commencent à avoir moins peur. Entre autres parce qu'elles ont recouvré un léger semblant d'iségorie. L'iségorie, droit d'accès égal à la parole, base de la démocratie. Depuis 25 siècles. Cette iségorie fait peur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de la museler. À Toxin, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Parce que vous êtes dans ce viseur, moi aussi, Guilain aussi, enfin on l'est tous. Très bien. Donc, les populations commencent à se dire c'est pas ce qu'on m'avait promis. Pourquoi ? Parce que les populations, elles ont un pacte, non pas avec l'administration, mais avec l'État. Nous renonçons à une part de nos libertés dans ce qu'elles ont d'extravagant
pour vivre ensemble, je ne tuerai pas mon voisin, d'accord, pour entrer dans le cadre de l'État légal qui garantit ma vie, ma sûreté, celle de mes enfants. Ce cadre ayant disparu, et on ne me propose que des maîtres dont je ne connais pas le nom, sur lesquels je ne peux rien, qui ne sont même pas français d'ailleurs pour la plupart, et leurs laquais qui sont les journalistes, les juges et l'État administratif, c'est-à-dire, par exemple, l'État constabulaire, donc si vous préférez, les flics. Et c'est tout d'ailleurs ce qu'on envoie aux populations, vu que l'État de lien, c'était l'école des services publics dans la pensée française, a été détruit. Les hôpitaux détruits, tout ça détruit. Et que le dernier corps réellement politique de France est en voie d'être détruit, vu que c'est son armée. Donc voilà, vous allez voir un État qui va être digéré par son administration, au profit d'une classe dirigeante qui administre par la peur, contre l'ennemi intérieur. Et je dis bien contre l'ennemi intérieur. Et bien sûr, pour pouvoir légitimer cet ennemi intérieur que vous allez pouvoir bolosser, eh bien, vous allez inventer tous les Popov, tous les Ruskov, para-Ruskov de France et de Navarre, qui, bien sûr, tel le FSB, se glissent sous votre papier peint. Et donc voilà. Et bien sûr, pour traquer cet ennemi tellement vaporeux qu'il en est invisible, eh bien, il vous faut un dispositif de traque permanent, omniprésent et omnipuissant. Ça s'appelait Big Brother dans le temps. Mais alors, pour résumer, je reprends une citation de Machiavel. C'est pour résumer ce que vous venez de dire, Pierre-Yves Rougeron, c'est celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes, de Machiavel. Mais Guylain Benessa, vous, quelle est votre première impression sur ce nouveau régime d'exception? Écoutez, alors j'aurais pas vraiment cru ça. Vous savez, je vais raconter une histoire personnelle qui est totalement en lien avec cela. J'ai fait une thèse de droit à l'origine, une thèse de doctorat qui était consacrée littéralement à l'état d'exception aux États-Unis après le 11 septembre. Et j'ai notamment eu l'occasion d'échanger personnellement avec l'architecte de la guerre contre le terrorisme de George Bush, un juriste de premier plan, mais un type qui a justifié tout et son contraire pour permettre à ce qui était à l'époque la guerre contre le terrorisme, la War on Terror, tout le monde s'en souvient, en tout cas les moins jeunes s'en souviennent encore, qui était une façon de plier l'État, de plier la machine administrative américaine à un objectif qui était donc l'élimination de l'ennemi. D'accord, c'était, j'ai un peu vite, mais enfin grosso modo c'était ça. J'aurais jamais cru, ou plutôt à l'époque, pourquoi je vous raconte cette histoire, parce qu'à l'époque, j'ai soutenu ma thèse et un mois plus tard, j'ai évidemment les grands apparatchiks de l'université qui se sont positionnés là-dessus. Et j'ai eu que des remarques extrêmement agréables, c'est pas la question, mais une m'a dit ton sujet de thèse n'a aucun intérêt parce que ça n'arrivera jamais en France. Ça veut dire qu'il n'y avait absolument aucun intérêt à s'intéresser à l'état d'exception aux États-Unis parce que le concept ne viendra jamais chez nous, parce qu'en gros, nous, on est gentils, nous, on est bienveillants, nous, on est inclusifs, nous, on est ouverts. On ne sera jamais comme les malades américains qui partent en guerre et en croisade au moins de 5 minutes, vous voyez, et qui se sont inventés à l'époque l'ennemi irakien, l'ennemi afghan, etc., dans cette grande guerre contre Oussama Ben Laden et Al-Qaïda. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, je suis frappé de constater que 12 ans plus tard, ce mot est devenu, sans vraiment qu'on en parle, le mot clé de notre temps, l'état d'exception. Traditionnellement, en droit, et je ne veux pas faire un long cours non plus, mais on avait déjà des concepts existants. Vous avez parlé de l'état de siège, Axel, ça existe depuis longtemps. L'état d'urgence existe dans notre Constitution, ça a été prévu comme tel. L'article 16, le fameux article 16 dont on parle environ tous les 4 matins, en s'imaginant qu'Emmanuel Macron allait l'utiliser pour peut-être même annuler ou en tout cas reporter les élections. Et en fait, j'allais dire, ces concepts-là sont datés. Parce qu'en fait, en même temps, et c'est ce qu'on n'a pas vu venir, et là je rejoins totalement ce que Pierre-Yves a dit, c'est que l'État n'est pas, et c'est peut-être ça le piège ultime, c'est qu'à la limite, imaginons Emmanuel Macron utiliser l'article 16, état d'exception par nature, d'accord? Il devrait personnaliser la mesure. C'est-à-dire qu'il devrait dire, moi, président de la République, d'accord, je décide de recourir au plein pouvoir dans la mesure où j'estime qu'il y a des circonstances particulières, des circonstances exceptionnelles, etc., qui justifient notamment l'intégrité du territoire, un péril imminent, d'accord, qui justifierait l'invocation de l'article 16. Mais ce n'est pas ainsi que les choses tournent.
Ce n'est pas ainsi que les choses tournent. Les choses tournent, Pierre-Yves a raison, parce que l'État est en train exclusivement de se disloquer ou de se fondre dans une masse administrative. Ça fait longtemps, on appelle ça souvent la technocratie ou l'État profond, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, le pouvoir de l'administration prend le pas sur le reste. C'est d'ailleurs pour ça, juste je fais une petite parenthèse, c'est pour ça que si vous regardez l'organigramme d'une partie de l'administration française, l'organigramme ne change jamais. C'est-à-dire que les gens qu'on connaît mal, les vrais maîtres dont je parle d'ailleurs avec les juges, ce sont les mêmes sur des décennies qui se cooptent, qui restent en place, qui font tourner la machine et qui désormais l'affrontent et sont destinés, selon ce type de théorie, à la faire perdurer par les temps à venir. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une carcasse légale, soi-disant légitime, où vous reconnaissez quelque part le président de la République, le Parlement, etc. Tout ça existe plus ou moins, mais eux-mêmes se sont défaussés de leur pouvoir au profit d'une administration à la fois irresponsable, on ne les connaît pas, on ne peut pas les identifier, pléthorique, d'accord ? Vous avez une masse face à vous, et soi-disant rapide, hein, ça c'est le mot qui est tout le temps là, c'est-à-dire il faut célérité, il faut aller vite. Il faut aller vite contre les Russes, il faut saisir rapidement les contres, il faut tout suspendre avec de moins en moins de critères objectifs clairs pour savoir dans quelle mesure cette administration avance, parce que l'objectif c'est la rapidité. Et juste pour conclure, vous savez, si on prend du champ pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là, comment est-ce qu'Emmanuel Macron valide tout ça, pourquoi est-ce que l'Union européenne d'ailleurs est une espèce de régime de cet état d'exception, hein, mais c'est parallèle, on en parlera peut-être après. Quand le général de Gaulle a voulu utiliser l'article 16, notamment pour régler la question algérienne à l'époque, il a pris une volée de bois vert de façon scandaleuse. D'accord ? En s'imaginant, vous savez, c'est la fameuse phrase du général de Gaulle où il disait qui peut vraiment s'imaginer qu'à mon âge, je vais m'inventer une carrière de dictateur ? C'est-à-dire que utiliser l'article 16, c'était l'ultime recours d'un président de la République qui a assumé, vu sa position en plus de héros, de résistant, de chef de la résistance de la France libre, il l'a fait dans le cadre de l'Algérie française. Donc il s'est positionné comme tel et il a assumé la décision. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. L'état d'exception ou l'état d'alerte nationale dont on entend parler, ce sera un décret en Conseil des ministres qui lui-même est parallèle aux officines type Viginum, qui font un travail comme ça de surveillance, etc., qui est une sorte de gigantesque fact-checking au profit de l'administration française, qui elle-même bénéficie donc de modules dérogatoires qui, depuis l'état d'exception ou l'état d'urgence sanitaire du Covid, n'ont fait que s'accroître petit à petit. Donc au bout, vous n'avez plus du tout un visage méchant, j'allais dire. Vous voyez le déclencheur de l'article 16. Vous avez une gigantesque machine qui s'est positionnée au-delà, au-dessus, qui a pris le pouvoir et qui est en train de tirer à boulet rouge en utilisant effectivement le péril le plus idoine, c'est-à-dire la menace russe. Ça fait maintenant 4 ans qu'on nous bassine avec cela. C'était l'ennemi parfait pour que cette machine trouve appui afin de justifier l'amplification de ce régime. Vous savez, aux États-Unis, on appelait ça l'administrative state, donc littéralement l'État administratif. C'est environ ça qui est en train, c'est la petite vérole qui est en train de corrompre totalement notre rapport en fait à la politique, à l'État et à la chose publique. Rougiron pose le diagnostic. 3 phénomènes convergent. L'épuisement par des décennies de discours de peur, une gouvernance qui remplace l'État légal par l'administration, et la fabrication d'un ennemi intérieur pour légitimer une surveillance permanente. Benessa, qui a consacré sa thèse de doctorat à l'état d'exception américain après le 11 septembre, et échangé directement avec l'un des juristes ayant conçu le cadre légal de la guerre contre le terrorisme sous Bush, apporte la comparaison clé. Quand De Gaulle a utilisé l'article 16 en 1958, il assumait personnellement et publiquement cette décision. Aujourd'hui, le même type de pouvoir s'exerce par un simple décret administratif, sans visage identifiable. Si l'état d'exception n'a plus besoin d'un responsable qui l'assume, qui reste encore comptable devant les citoyens ? Pour ne pas manquer nos prochaines analyses, abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un commentaire, votre avis nous intéresse.